Réponse. Merci à vous. Je vais du coup appeler sur scène les intervenants suivants qui vont nous parler de l'intelligence artificielle et de son lien avec la protection des données. Je vous demande d'applaudir, si vous le voulez bien, Andreas Lober, notre confrère allemand, John Giles d'Afrique du Sud, Jean-François Henrotte de Belgique et Maria Ostrachenko de Russie. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ça va être la plupart dans la salle, mon nom est Andreas Lober, je viens d'Allemagne. Je dois admettre, je suis un petit peu nerveux. C'est la première fois que je fais une présentation en langue française, donc si ça ne marche pas, je vais switcher et je vais continuer en anglais, mais on va tenter comme ça. C'est un grand honneur d'être ici avec vous, pas seulement dans ce lieu magnifique, mais aussi parce que d'abord, on a eu un discours visionnaire d'Alain. Et en France, l'intelligence artificielle est bien discutée. Même le président Macron a fait des discours sur l'intelligence artificielle. On voit ça très mal en Allemagne avec Madame Merkel de faire de tels discours. Ici, dans le quartier latin, un quartier très réputé pour ses visions, pour ses grands pensants, j'ai trouvé que c'était très bien de commencer avec des visions d'Alain. Malheureusement, moi, comme Allemand, je suis moins visionnaire. Sauf si on appelle l'austérité comme vision. Mais donc, je vais essayer de rester un peu plus pratique, un peu plus sur le présent. Et j'espère que c'est quand même pas si ennuyant qu'on a la réputation de l'être. Donc, qu'est-ce que c'est qui caractérise l'intelligence artificielle? Je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'elle a déjà raconté suffisamment. Pour tout ce qui est entre l'intelligence artificielle et la protection des données personnelles, moi, je vais beaucoup me concentrer aujourd'hui sur la fait des décisions automatiques, parce que là, dans la réglementation européenne, on a des stipulations très précises sur cette question et l'intelligence artificielle, ça prend des décisions de manière automatisée, toujours, pas seulement quand le repos joue à l'échec, mais c'est une prise de décision constante. Par contre, dans la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, il y a des règles très strictes sur la prise de décision de manière autonome ou, selon le texte français, les décisions individuelles automatisées. Grosso modo, comme règle générale, l'individu a le droit de contredire des décisions automatisées et c'est ce qui est, pour le développement de l'intelligence artificielle, peut-être encore plus compliqué. Et l'individu a le droit d'apprendre comment fonctionne la logique derrière. Maintenant, si on parle des visions de l'apprentissage, de l'expérience de l'intelligence artificielle, c'est très compliqué d'informer l'individu comment fonctionne la logique derrière. Mais je vous ai dit, je suis un peu moins visionnaire, je suis plus dans le présent. Donc, on a un peu regardé où ça pourrait être intéressant en ce moment.
Donc, j'ai pris 2 exemples. Là, c'est la voiture autonome. Et plus tard, Denis et Raphaël vont aller beaucoup plus en détail sur cette thématique-là. Mais j'ai pensé, pourquoi pas demander à Tesla de m'informer comment fonctionne la logique de l'autopilote dans ma voiture. Parce que quand même, on peut discuter les détails juridiques, c'est un débat qu'on a un peu touché hier soir lors d'une première réunion. Est-ce que c'est une décision autonome que ma voiture prend? Mais de toute manière, si je mets en mode autopilote, elle accélère, elle freine et il y a une logique derrière. De toute manière, Tesla connaît l'identité du conducteur. Il y a pas mal de questions ouvertes, mais j'ai pensé, pourquoi pas demander à Tesla de m'informer de façon utile sur la logique de l'autopilote. Un autre exemple un peu moins lourd, peut-être, c'est le jeu en ligne. Le jeu en ligne, souvent, c'est des jeux multijoueurs. Et comme partout, quand il y a une compétition, il y a quelqu'un qui triche. Dans le monde des jeux en ligne, tricher, ça veut dire utiliser un logiciel qui n'est pas autorisé par l'éditeur du jeu. C'est-à-dire, par exemple, c'est des logiciels qui jouent pour le joueur. Bon, ça peut paraître bête et peut-être on ne comprend pas, mais si on comprend que les logiciels pour tricher, par exemple, permettent de cibler mieux, donc de mieux tuer l'ennemi, ça devient beaucoup plus logique pourquoi il y a des joueurs qui utilisent ça. C'est secret, les éditeurs de jeux ne veulent pas que ça soit utilisé. Bon, pour détecter si tel logiciel est utilisé, il observe comment le joueur joue dans le jeu, mais il faut beaucoup plus. Il analyse en détail ce qui se passe sur l'ordinateur du joueur. Il regarde quel autre logiciel sera installé, parfois il regarde le numéro de série de l'ordinateur, etc., etc., etc. Toute cette logique n'est pas utile si l'usager est informé exact comment ça fonctionne, parce que là, la grande promesse de tous ceux qui offrent ce logiciel à tricher, c'est on essaie de faire un truc qui est secret, qui ne peut pas être trouvé. Donc, c'est un compas. Encore, on a contacté un des grands éditeurs de jeux en ligne avec la question « on aimerait bien savoir comment ça fonctionne votre logique, parce que quand même, à la fin, c'est une décision automatisée et individuelle dans la mesure où, si l'éditeur sait ou croit savoir que j'utilise un logiciel pour tricher, je suis exclu du jeu. Et pour pas mal de jeux, de manière automatisée. Pourquoi automatisée? Parce que pour les grands jeux, il y a plus que 10 000 cas par jour de joueurs qui sont exclus. Voilà, c'est très difficile de voir une décision humaine si tu as 10 000 cas. Voilà. On a envoyé ces questions il y a 3 semaines à peu près. Dans ma conclusion, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a obtenu comme réponse. Comme ça, je suis sûr que vous m'écoutez jusqu'à la fin, j'espère. Donc, c'est pas très loin. J'ai 10 minutes et j'ai déjà utilisé peut-être vite, donc j'ai presque fini. Seulement, je veux mettre un point d'interrogation dans quelle mesure cette obligation d'informer est utile du tout. Parce que, avec les exemples que j'ai donnés, qu'on peut discuter sur le plan juridique, est-ce que c'est vraiment des décisions automatisées, est-ce que c'est vraiment des données personnelles, etc., etc. Mais avec les décisions, avec les exemples, je voulais montrer que ce n'est pas clair si c'est une bonne chose du tout, parce que là, mettre public la logique
peut parfois poser des problèmes aux entreprises et malheureusement, la réglementation européenne ne connaît pas d'exception à ça. Donc, la méthèse est qu'il y a des cas où ce sera bien mieux de ne pas demander la transparence. C'est notamment là où il n'y a pas un grand risque, où il n'y a pas un grand risque de perte, où il y a vraiment un grand intérêt de garder le secret. Il y a quelques cas où ça sera peut-être utile de faire de la transparence après, notamment si le risque est un petit peu plus grand, mais si, grosso modo, tu peux corriger après. Il y a des cas où je crois que ce sera utile d'être transparent d'entrée de jeu, notamment s'il y a des très gros risques, en particulier des risques qu'on ne peut pas corriger après. Et il y a peut-être des cas où il faut une certaine transparence, au moins pour le moment, pour que la technologie soit acceptée. Parce que là, si on a dit que le risque d'erreur pour les voitures autonomes est beaucoup plus petit que pour un être humain, quand même pour l'instant, chaque fois quand il y a un accident avec une Tesla, peu importe où sur le monde, c'est dans les médias, partout dans le monde. Donc, apparemment, il y a quand même une certaine inquiétude des personnes qui veulent savoir un petit peu plus comment ça marche pour accepter cette technologie. Bon, voilà. Comment ça s'est passé alors, mes questions? Pour le jeu en ligne, on n'a pas eu de réponse, malgré 3 rappels. Rien. Ça, c'est la première réponse de Tesla. Oh, bon, merci pour votre mail. Vous pouvez encore nous expliquer pourquoi vous croyez qu'on est obligé, qu'on a des décisions automatisées? Bon, j'ai répondu que j'avais l'impression d'avoir expliqué ça déjà dans mon premier mail. Mais je vais aller un petit peu plus dans le détail, dans la mesure où il y a certainement une décision par le autopilote qui est prise, soit elle freine, soit elle accélère, et dans le meilleur cas, ça se passe bien. Dans le pire des cas, je fais un accident où soit moi je suis blessé ou mort, soit quelqu'un d'autre est blessé ou sa voiture est et moi je peux être responsable. Donc j'ai essayé d'expliquer ça, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment à moi d'aller dans les détails juridiques. Alors, 2 relances plus tard, j'ai au moins eu une mini-réponse. La mini-réponse étant « Ah, on ne croit pas que c'est des décisions automatisées. » Et par ailleurs, les autres producteurs de ce genre de technologie le croient aussi. Ah, bon, voilà. À vous de discuter. Merci beaucoup. Good morning. While we're waiting for my presentation, oh, there it is. It's very nice to be here with you today. And I'd like to start by saying thank you very much for giving me an opportunity to speak. And Andreas, thank you very much for that presentation. I'm going to be building a little bit on that presentation and going into a little bit more detail. So this is something that I believe in very strongly. And today is going to be a real challenge because I've got 10 minutes to deal with a very complex question, which is what we've been talking about, but really, is it lawful to use artificial intelligence to make decisions? And that's the question I'm going to try and answer, and also give you
a framework or a flow diagram that you can use in order to answer that question. Maybe if we can quickly have a show of hands, who believes it is lawful to use AI to make decisions? So who would say yes? All right, so that's roughly half, which means the other half is saying no, and some people are probably not sure. Anyway, so let's dive into this in a bit more detail. Andreas has given us some really good examples, and I'd like to just give you one more example, which I think is very interesting. This example involves a company called Wonga.com, and they are quite a big company in South Africa. They are also in the UK, I think, and in various other countries. And essentially, they grant loans. And their process for assessing who will be given a loan and who won't be given a loan involves an online questionnaire, which involves automation. And I found this slide very interesting in that they say to you that they will essentially give you one of three decisions. The green is yes, your loan is approved. The red is no, it's been declined. And then the blue is maybe, it's been referred to a human essentially. But for me, this is a great example of an automated decision being made. And more, this is going to be made by artificial intelligence in the background. All right, so that's another example. If we then look in a bit more detail about the types of decisions, and we spent hours debating this issue in the office, and we got to that really there are two kinds of decisions. You have manual decisions or human decisions, and then you have automated decisions. And data protection law treats those two quite separately. Data protection law really focuses on automated decisions, not on manual decisions or human decisions. So if we look at automated decisions in a bit more detail, they're essentially digital decisions. They are made by a machine, and typically an automated decision is if A, B, and C, then X. What's really interesting to us is when you look at autonomous decisions, so this is now AI deciding what the criteria are and actually learning from previous decisions and making other decisions. But the key thing is that autonomous decisions are part of automated decisions. So in our mind, definitely the GDPR creates a framework that is sufficient to regulate automated and autonomous decisions made by AI. All right, so let's move on to this next slide here. So this is this diagram we've created, which enables you to walk through a process to decide whether or not it's lawful to use AI to make decisions. And we're starting in the top corner up there with the data subject who has some rights. And we essentially then start asking some questions. And if you answer yes to these questions, the green arrow takes you to lawful. If you answer no, then the red arrows take you to the next question that you have to ask. So let's start over here. And the first question is the decision based partly on manual processing? So if there's a human involved, it's not then automated decision making, and the GDPR is not relevant. If it is entirely automated, then we keep going, and we go on to the next step, which is, does the decision have insignificant effect on the data subject? So again, if we answer yes, we go to lawful. If it's no, you have to keep on going. So the law is looking for automated decisions that have a big impact on people. And whether or not you get a loan, big impact. If you get a loan to buy a house or a property, it is a significant issue for an individual. All right, so then if we've answered no and no, we then come to the next question, which is it necessary for a contract? And the Wonga example, yes, it's necessary for the conclusion of a contract. If you answer yes, we then go to the next question. If you say no, we go down a step to the next one, which is it authorized by law? Again, yes or no. If we get no again, then the question is, has the data subject given explicit consent? And I would argue that in the Tesla example we were looking at, the user or the driver would have given explicit consent.
And in the war game scenario, in addition there, when the person is playing the game, they would have also given consent. So in both of those scenarios, the answers there would be yes. But if you answered no to those three questions, you get to unlawful. And it's unlawful then to use the AI to make the decision. If you answer yes, we then go to this next question, and that is, has the controller implemented suitable measures to safeguard the data subject? So in other words, we can have an automated decision. You've got to check that it's lawful, and then if you can, have you put suitable measures in place to safeguard the data subject? And at a minimum, it involves those three things. You must be able to obtain human intervention, you must be able to express your point of view and contest the decision. So when we look at Wonga, that's exactly what you're able to do, is to say, well, they do it for you. They say, we're not sure, we've referred it to a human. But then in the Wonga example, individuals are also able to say, well, I really think you should be giving me the loan. It's not fair that you haven't given me the loan, and essentially contest that decision. The same would apply for me in the wargaming example. Again, if you were excluded from the game, you need to be able to say, no, that's not fair. I want a human to go and check whether or not I should have been excluded, and I want to give you my opinion as to why I wasn't cheating. So really, that's the flow diagram, and you can use it for any decisions you're making, walk through those steps and get to lawful or unlawful. In preparing for today, it struck me that this is a very good example of a legal service that is ripe for using AI. We need to use AI, and we are looking at doing this to automate that process to help people to get to lawful or unlawful when making decisions. All right, then in South Africa, it's a very similar scenario. That's the diagram, but I think I want to build on what Alain was saying, that really we're in an era of global law when it comes to technology. And so if you look at South Africa, compared to Europe and to many other countries, the laws are very similar. There are minor differences, but really it's significantly the same. All right, so the key insights from my presentation is that, yes, you can use AI to make lawful decisions, but what is important is that the controller must put suitable measures or protections in place. And I think that's the key for each person to work out what those suitable measures are that need to be put in place. I'm very interested in feedback. If anyone would like to discuss this in more detail, I very much would like to. And then a last point is that I have a written version of today's presentation. If anyone's interested, I'm very happy to share it with you. And yeah, that's all from me. Thank you very much. Bonjour à tous. Vous l'avez évidemment compris, l'intelligence artificielle est très friand et a besoin de données. Et parmi ces données, il y a des données à caractère personnel et donc souvent l'application du RGPD, dont vous entendez beaucoup parler ces temps-ci. On a évidemment vu un aspect particulier jusqu'à présent avec John et Andreas, qui est la décision peut-elle être automatisée entièrement ou non, mais ça implique un certain nombre d'autres obligations qui sont l'information préalable des droits, le registre des traitements, donc c'est relativement lourd. Et donc c'est parfois trop lourd pour les projets d'intelligence artificielle pour qu'ils soient efficaces. Alors, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible, encore avec l'intelligence artificielle et sa capacité de traitement, d'anonymiser les données de telle manière à ce que le RGPD ne soit pas applicable. Petit rappel, j'imagine qu'avec toute la publicité que vous avez eue sur le RGPD pour le moment, vous le savez, mais une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Une voiture en soi n'est pas une donnée à caractère personnel. La voiture d'Alain devient une donnée à caractère personnel puisqu'elle se rapporte à une personne physique. Cette personne physique est identifiée. Maintenant, si au lieu d'être la voiture d'Alain, c'est la voiture immatriculée avec un numéro Untel, est-ce que c'est encore une donnée à caractère personnel? Oui, si c'est
identifiable. Et pour savoir ce que c'est identifiable, on a un considérant du RGPD, le considérant 26, et c'est amusant, c'était déjà le considérant 26 dans la directive 95, nous donne les éléments pour déterminer si oui ou non c'est identifiable, si le responsable du traitement, en utilisant des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés, peut identifier la personne directement ou indirectement. Et donc, il n'est pas nécessaire que la donnée en elle-même permette seule d'identifier. On peut, si avec l'aide de quelqu'un d'autre ou par des moyens indirects, arriver à cette identification. Avec le croisement des données qui est possible maintenant et avec l'intelligence artificielle, on est sans doute souvent face à au moins une personne identifiable. Alors, pour empêcher cela, on peut utiliser l'anonymisation. L'anonymisation est un procédé irréversible. C'est en ça qu'on fait la différence par rapport à la pseudonymisation, qui, elle, est réversible et qui, donc, est encadrée par le RGPD et est même un moyen de le respecter. Il faut que les moyens soient raisonnablement susceptibles d'être utilisés par la responsable du traitement ou par toute autre personne. Pour savoir quelles techniques peuvent être utilisées, il n'y a pas de réponse fixe. On peut se référer aux lignes directrices du groupe 29, qu'on appelle maintenant le Comité européen sur la protection des données, qui a analysé les avantages et les inconvénients de chacune des techniques. Et je vais y revenir ensuite sur cette question. Parce que un des avantages, c'est qu'il n'y a plus de certitude de nos jours. Je prends ici l'exemple d'une étude du MIT qui a analysé les données de 1 100 000 personnes qui sont allées dans un mall, dans un centre commercial pendant 3 mois. Avec 4 points de géolocalisation, ils ont pu retrouver 90% des identités des personnes, de ces 1 100 000 personnes. On voit donc que l'anonymisation ne rime plus à rien maintenant, dans un certain nombre d'hypothèses, mais pas dans toutes. Alors, est-ce qu'il faut avoir une ligne dure ou une ligne plus souple, sachant en plus que le RGPD ne demande pas pour son application à ce qu'on connaisse réellement le nom des personnes. Si vous avez égard à l'article 11 du RGPD, il dit bien que si dans le cadre d'un projet, vous ne connaissez pas les noms, vous ne devez pas aller recoller les noms sur les personnes pour exercer les droits et vous en dispense d'un certain nombre de cas. Si on a une ligne dure et qu'on on dit il est possible maintenant, demain ou dans quelques années de réidentifier grâce à toutes ces techniques, alors on doit appliquer le RGPD de façon systématique. Mais si on fait ça, on va à mon avis décrédibiliser le RGPD qui sera applicable à tout moment. C'est en tout cas la ligne plus souple que le groupe de l'article 29 a adoptée dans ces lignes directrices dont je vous ai parlé, puisque si elle admet les limites des techniques en disant qu'il y a toujours un risque résiduel de réidentification et qu'aucune des techniques n'est fiable, elle n'exclut pas la possibilité d'anonymiser. Simplement, elle conseille d'évaluer les risques et voir maintenant si le risque est raisonnable et s'il peut être pris. Mais le groupe dit également qu'il faut réévaluer, puisque vous savez que le RGPD, ce n'est pas le 25 mai et les jours qui suivent, c'est dans la durée qu'il va falloir évaluer les choses et réévaluer. Ce qui est possible aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et pour évaluer ces moyens raisonnables, je pense qu'on peut se référer à l'arrêt de la Cour de justice, l'arrêt Breyer, qui est l'arrêt qui avait tranché la question de savoir si l'adresse IP était donnée à caractère personnel ou non. La question qui était en jeu, c'est un hébergeur qui a des adresses IP. Ces adresses IP sont-elles des données à caractère personnel alors qu'il n'a pas la table des adresses IP dynamiques qui sont utilisées par les fournisseurs d'accès? Maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Le RGPD dit clairement que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel, mais l'interprétation qui a été faite par la Cour et par l'avocat général est intéressante du moyen raisonnable mis en œuvre. Ils ont une interprétation qui est très stricte, en disant si le législateur a voulu mettre ce mot raisonnable, il faut donner un sens. Et donc, est identifiable si les moyens qui sont utilisés pour arriver à croiser les données sont légaux. Si c'est un hacking, par exemple, qui permet ce croisement de données, alors ce n'est pas identifiable. Dans l'hypothèse qui était examinée, un fournisseur d'accès pouvait assigner un hébergeur pouvait assigner
un fournisseur d'accès pour connaître l'adresse IP et pouvoir faire le croisement parce qu'il aurait été victime d'un piratage, par exemple, eh bien, alors, c'était une donnée à caractère personnel puisqu'il y avait ces possibilités d'action judiciaire. L'arrêt dit également qu'il faut évaluer le coût, le temps nécessaire pour ce croisement. S'il faut 2 semaines de travail à 10 informaticiens pour arriver à identifier les choses pour chacune des données, c'est totalement disproportionné par rapport à l'enjeu. Et donc, dans cette hypothèse-là, on considère que ça ne serait pas identifiable. Donc, je vous invite, dans le cadre de vos projets d'intelligence artificielle, à voir s'il y a des données à caractère personnel ou non, et voir si, oui ou non, la technique de l'anonymisation éclaire de façon raisonnable. La ligne dure ne doit, à mon avis, pas être suivie. N'oubliez pas qu'il y a un principe d'accountability dans le cadre du RGPD qui impose que cette décision soit consignée dans votre dossier pour que, si elle doit être un jour évaluée par l'autorité de la protection des données, vous puissiez montrer le raisonnement que vous avez fait. Je vous remercie. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for the possibility to speak about the Russian state of art. I will make a short overview of what is happening in Russia. I cannot say that we are something extraordinary here. We have more or less the same challenges that were described in the previous speeches. And to start, we have order of the president adopting the strategy for the development of information society in Russia till 2030, which indicates artificial intelligence and big data as primary industries for development in the near future. At the same time, this document makes a disclaimer that this should be done subject to the data protection rules so that the rights of data subjects are not violated by such technologies. And here is a big controversy as described by the previous speakers, including Alan, because of course, in many cases, it's an obstacle for such technologies. And I think that the main task for the lawyers and for lawmakers is to find this balance between the technologies and between the data subjects' rights. As of the current status, there is no legal definition in Russian legislation regarding artificial intelligence. Of course, it's a global thing and it will affect many, many industries. It, of course, involves data processing activities because it originates from the data. And the connection with the big data technologies is obvious. So at least to some extent, the previous speakers covered this. Big data originates from personal data because in, I think, vast majority of cases, the data is from data subjects, not from the just devices not connected with data subjects. And here I need to refer to the same problem with the definition of personal data, which is quite wide in the Russian law as well. So it's any data connected with identified or identifiable person, individual. We have special law in Russia on personal data, which introduces certain requirements on how such data should be processed. And as of the current date, I can say that this sphere is a bit overregulated with other normative acts which refer to cybersecurity more than to data protection itself.
The key principles of the Russian laws are very similar to European ones. So it's data minimization, legal basis for data processing. We have a specific rule on localization of personal data. I think maybe some of you who deal with Russia sure have known about this rule, which is quite strict and requires that the data of the Russian nationals should be kept in Russia in many cases. Another principle is that the data processing should comply with the terms and purposes of data processing, and the data should be processed in the way that they are accurate, that they are sufficient and relevant to data subjects. The key problems as of now, we see that as soon as artificial intelligence creates a mass of data, the question arises whether such data should be considered as personal and should be treated as personal data or not. The other question is how to deal with the data when you don't know from the very beginning for what purposes they are processed and under which terms. And of course, cross-border transfers, because we have the same as in Europe, we have special rules on data transfers outside of Russia. And here, GDPR does not apply directly in Russia. It can apply to some of the Russian companies. We have Convention of the Council of Europe, which is quite an old document, and which was amended recently further to GDPR. I'm not sure that I can say what the Russian state will be, because Russia did not declare any position on those amendments. There should be a ratification process, which will be just in the future. I think that the previous speakers have already touched the general requirement that such processing should be subject to consent of data subjects in many cases, and the decision-making process should be explained somehow to data subjects. We have covered a bit how the challenges of companies to do this. I will describe two cases from the recent Russian court practice. One is individual claiming against Google in Russia. I think it's more or less obvious case, because Google monitored email correspondence and was recognized as violating the secrecy of correspondence. The monitoring led to certain advertising showed to this individual. But another case is more interesting, because it deals with some robot technology using the data from open sources, from social media. And here, again, the court practice, as of now at least, is quite reluctant to support such technologies. In this particular case, the court has recognized that processing of data from open sources, even from open sources, can be violating data subject rights, because data subjects publish their data for the purposes other than this robot technology was created for. It was created for credit scorings of data of individuals. So this software was developed for banks and credit bureaus. And here again, the Russian courts did not support such technologies. So as a conclusion, I can say that in Russia, at least, the court system is quite conservative in terms of
accepting the new technologies, and I guess there will be many struggles. Yeah, so that's it. Thank you. Merci beaucoup. Thank you to all of you for your presentation. Thank you to Andreas for having accepted to make this presentation in French. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à poser à nos amis sur la relation entre l'intelligence artificielle, les algorithmes et la protection des données en cette période où effectivement le RGPD devrait être votre préoccupation principale? Une question d'Annick, notre consoeur de Côte d'Ivoire. Merci Frédéric, merci aux intervenants. Ma question, elle est à l'endroit de M. Andreas Lober au sujet de l'article 22 du RGPD. Je me demandais si cet article, il ne réduisait pas, il ne mettait pas à risque la protection des brevets et tout ce qui peut être secret, savoir-faire et tout ça, puisqu'on demande, on demande de divulguer les processus de décision automatisée. Oui, effectivement. Merci pour la question. Je crois effectivement il y a un problème. C'est ce que je voulais un peu démontrer avec mes exemples, que notamment l'obligation d'informer l'usager de manière utile sur la logique pourrait contrarier la protection de secret. Et par contre, je ne sais pas si cet problème particulier pour le brevet, dans la mesure où, oui, le brevet doit être secret le moment où c'est déposé. Mais l'obligation d'informer s'applique seulement une fois que la technologie est mise en place. Donc, je crois pour ce problème particulier de déposer le secret, ça doit être encore inconnu le moment le brevet soit déposé. Je ne crois pas que ça c'est le problème majeur, mais le problème majeur en général, c'est effectivement que la réglementation ne connaît pas vraiment des exceptions de cette obligation de faire transparent la logique en cas où il y a un vrai intérêt de la compagnie de garder ce secret. Bon, maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça va donner en pratique, informer de manière utile le consommateur, si ça reste tellement global ou général qu'on peut quand même garder le noyau du secret ou pas. Ça, je crois, ça reste à voir pour l'instant. Pour tous mes clients où c'était important, donc y compris certaines compagnies de jeux en ligne, on a essayé d'éviter la décision automatisée dans la mesure du possible parce qu'on ne voulait pas prendre le risque. Une autre question de Dudley Kneller d'Australie. Thank you. I've got a question for John. John, I was very interested in what you said around the safeguards that need to be put in place for the data subject, and you talked a little bit about the ability for that subject to contest a decision where that decision's been made in an automated way, allowing them to contest to obtain some sort of human intervention to express their opinion. Is there any guidance in relation to the extent of those safeguards? Obviously, it's in the interests of an organisation to perhaps put some limitations on the ability of a data subject to contest a decision, particularly if the organisation really doesn't want to make that loan to that individual. So can they impose restrictions or perhaps time limits or other types of limits on that data subject? Yes, thanks for the question. The key phrase is suitable measures is what's in the GDPR, and it reminds me of the other phrase we were talking about last night of legitimate interests.
And the GDPR says then what the minimum suitable measures are, but it really leaves it up to each controller to determine what those measures are. And so I think the answer will be that controllers will need to work it out for themselves and will be able to set suitable limits, because you can imagine in the Wonga scenario where the decision is no, you don't get the loan, people are going to be angry and they're going to want to speak to somebody and argue their case. And it can't be an unlimited right that continues. But again, it's a good example of interpreting the law in each different scenario to resolve it. Thank you, John. If I could also just, back to the previous question, two key things that came to mind for me, and I think these are concepts that are going to gain momentum. The one is algorithmic auditing, and the other is algorithmic escrow. Particularly like software escrow, I think that algorithmic escrow is going to gather momentum in those scenarios to try and strike a balance between protecting intellectual property and enabling data subjects to exercise rights. Une dernière question. Jean-François Henrotte. C'est une question pour Andreas. Est-ce qu'il y a déjà eu des affaires où un robot a provoqué un sinistre très grave, tel qu'un décès de quelqu'un? Et à ce moment-là, comment ça a été jugé au niveau de la Cour? Il y avait des accidents, je ne sais pas comment ils ont été jugés. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des éléments de réponse? Does anybody else have an answer to that question? No? Yes, Sébastien. Donc en Suisse, nous avons une voiture autonome qui est produite où on vit, à Sion. On a une voiture autonome qui est produite par un constructeur français. Cette voiture autonome a été autorisée sur la base d'une décision expérimentale de notre office de contrôle de la circulation au niveau de l'État fédéral. Et elle a eu un accident parce que le capteur n'a pas été suffisamment précis pour voir que le coffre d'une voiture était ouvert et donc le bus autonome a percuté la voiture. Alors il n'y a pas eu de blessés, mais de notre point de vue, c'était la loi sur la responsabilité du fait des produits qui est une loi suisse, mais issue d'un package de droit de la consommation européen qui s'applique avec une responsabilité sans faute, donc toujours engagée, et la nécessité d'une couverture. Nous arrivons donc à la situation totalement absurde où ce bus autonome, que Frédéric a certainement vu passer quand il est venu chez nous, aujourd'hui, eh bien, il est contrôlé par, évidemment, une intelligence artificielle avec un humain à bord pour assurer la sécurité du bus. Donc, on est arrivé à l'absurdie, puisqu'en réalité, nous n'avons pas réussi dans cette phase de test à éviter l'accident, et la phase de test a été étendue. Maintenant, le bus va passer des feux rouges. Donc, nous avons quelques inquiétudes quant à la réalisation pratique. Pour l'accident, donc, ce sont les normes en matière de circulation routière qui se sont appliquées, et donc le conducteur du véhicule qui a été heurté a été remboursé sur cette base. Sans compter que ce bus roule maintenant à 10 km/h, comme ça on est à peu près sûr qu'il ne se passera rien et qu'il vaut mieux aller à pied, puisqu'on va parfois plus vite que le bus lui-même. Bon, ça donne l'occasion de faire coucou aux personnes qui sont dedans, qui sont sûrement des touristes et certainement pas les habitants de Sion. Merci beaucoup. Thank you very much. On peut remercier, je pense, Jean-François, Maria, John et Andreas.